Avez-vous déjà tout donné à des gens qui ne vous remarquent qu'au moment où vous cessez de le faire? Je m'appelle Claire Dubois et pendant plus de 40 ans, j'ai tenu ma famille unie à deux mains pour être écartée quand j'en avais le plus besoin. Voici l'histoire de comment j'ai retrouvé ma dignité, exposé des secrets que personne ne voulait affronter et forcé ma famille à me voir telle que je suis vraiment. Avant d'aller plus loin, dites-moi, d'où me regardez-vous? Abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer une seconde de ce voyage. Maintenant, laissez-moi vous guider pas à pas, tandis que je révèle la vérité sur ce qui s'est réellement passé quand on m'a exclu de ma propre maison. Pendant 42 ans, j'ai vécu dans l'ombre de ma propre vie. À 64 ans, j'étais devenu un simple meuble dans la maison que je maintenais, utile quand on avait besoin de moi, invisible sinon. John, n'oublie pas ton médicament pour le cœur, dis-je en posant le flacon de pilule à côté de son café. Il leva à peine les yeux de son journal. Je sais, Claire, je ne suis pas un enfant. Mais il l'aurait oublié, comme il avait oublié notre anniversaire le mois dernier, comme il avait oublié la femme que j'étais avant de devenir simplement maman ou l'épouse de Jean. Le téléphone sonna. C'était Sophie, notre fille. « Maman, j'ai besoin d'une énorme faveur, commença-t-elle sans même me demander comment j'allais. Chloé a de la fièvre et j'ai une présentation importante aujourd'hui. Tu pourrais venir? Marc est déjà parti travailler. » Je jetai un œil à mon agenda. J'avais enfin prévu de déjeuner avec mon amie Camille, un rendez-vous déjà repoussé 3 fois à cause d'urgences familiales. « Bien sûr, ma chérie, j'arrive dans 30 minutes. T'es la meilleure, maman. La porte n'est pas verrouillée. Faut que j'y aille. » L'appel se termina avant que je puisse répondre. Jean leva les yeux. « Sophie, encore? Chloé se balade? Je dois y aller. » Il haussa les épaules. « N'oublie pas qu'on a besoin de lait. » Je le fixais, me demandant quand exactement j'étais devenue invisible. Était-ce progressif, ou y avait-il eu un moment précis où j'avais cessé de compter? En attrapant mon sac, la porte de derrière s'ouvrit brusquement. Ma sœur, Isabelle, entra, encore en robe de chambre, bien qu'il soit presque 9 heures. « Bonjour, marmonna-t-elle, se dirigeant directement vers la cafetière. Elle vivait chez nous depuis 8 mois, depuis son divorce. « Il reste des croissants d'hier? Dans la boîte bleue, dis-je, sachant qu'elle ne proposerait pas d'aider avec Chloé, malgré son agenda vide. « Tu sors? Où vas-tu? Demanda-t-elle, la bouche déjà pleine. Sophie a besoin de moi. Chloé se balade. Isabelle hocha la tête distraitement, déjà sur son téléphone. Tu peux récupérer mon ordonnance en passant? Je suis presque à court de Séroxate. Je l'ajoutai à ma liste mentale, avec le lait de Jean, le pressing et les courses pour le dîner. En reculant dans l'allée, je vis Camille promener son chien de l'autre côté de la rue. Elle me fit un signe, et je lui rendis, articulant « Désolée » tout en montrant mon téléphone. Elle hocha la tête, comprenant. 4e annulation consécutive. Chez Sophie, je trouvais Chloé, fiévreuse, sur le canapé, les dessins animés à plein volume. « Mamie est là !» annonçai-je en posant mon sac. Chloé leva les yeux, le regard vitreux. « Bonjour, mamie. Maman a dit que tu ferais de la soupe. »« Bien sûr, ma puce. Je t'en prépare tout de suite. » Quand Sophie rentra à 6 heures, j'avais nettoyé la cuisine, lavé 2 machines de linge, préparé une soupe de poulet de A à Z et rangé le désordre dans la chambre de Chloé pendant sa sieste. « Comment s'est passée ta présentation ?» demandai-je alors qu'elle ôtait ses talons. « Épuisant. Mon Dieu, j'ai besoin de vin. » Elle se dirigea vers le frigo sans même remarquer la cuisine impeccable, ni me remercier pour les 10 heures passées à m'occuper de sa fille. La fièvre de Chloé est tombée vers 3 heures. Je lui ai donné du Doliprane pour enfants. Sophie hocha la tête, se versant un grand verre de chardonnay. « Merci, maman, tu m'as sauvé la vie. Oh, au fait, tu as plié le linge? Marc a besoin de sa chemise bleue pour demain. » J'acquiesçai, ravalant une pointe de ressentiment. « Elle est pendue dans ton armoire. »« T'es génial, dit-elle, mais ses yeux étaient sur son téléphone.
déjà en train de vérifier ses emails. De retour chez moi, je trouvais Nicolas, notre fils, assis dans le salon. Ce n'était jamais bon signe. Nicolas ne venait que lorsqu'il avait besoin de quelque chose. « Salut maman. » Il m'embrassa rapidement sur la joue. « Papa a dit que t'étais sortie. Chloé était malade ?» Je posais les courses que j'avais faites. « Qu'est-ce qu'il t'amène, Nicolas ?» Il passa une main dans ses cheveux, un tic nerveux qu'il avait depuis l'enfance. Je voulais juste voir ma maman préférée. Attendant. Et, ce mois-ci, je suis un peu à court. Le business des restaurants est rude en ce moment, et la banque est dure avec le prêt. Je soupirais, ouvrant mon sac. Combien ? 2000, juste jusqu'à la fin du mois. Je te jure, je te rembourserai cette fois. Nous savions tous les deux qu'il ne le ferait pas, comme les 3 derniers prêts jamais remboursés. Je ferai le virement ce soir, dis-je. Son visage s'illumina. T'es la meilleure, maman, vraiment. Il m'enlaça, puis regarda sa montre. Faut que j'y aille, réunion avec les fournisseurs, je t'aime. Et il partit, me laissant avec les courses et un compte bancaire plus léger. Plus tard ce soir-là, en équilibrant le chéquier, une tâche que Jean n'avait pas touchée depuis des décennies, les mots de Camille du mois précédent résonnèrent dans ma tête. Claire, ils profitent de toi parce que tu les laisses faire. Un jour, tu atteindras ton point de rupture. À l'époque, j'avais ri, mais en regardant les chiffres, calculant comment couvrir le dernier prêt de Nicolas tout en payant nos propres dépenses, je me demandais si ce jour arriverait plus tôt que prévu. Jean entra, prêt à se coucher. « Tu montes bientôt ?» Dans un moment, je finis les factures. Il hocha la tête, se retournant. « N'oublie pas de fermer la clé. » Comme si je l'avais déjà oublié. Comme si ce n'était pas moi qui fermais à clé chaque soir depuis 42 ans. Je regardais autour de moi la maison que j'avais construite, entretenue, payée, et pour la première fois, je me permis d'admettre la vérité. Je n'étais qu'un compte bancaire et un service de ménage pour les gens que j'aimais le plus au monde. Juste un peu plus longtemps, me murmurai-je, mais je n'étais plus sûre de ce que j'attendais. Tous les lundis commençaient de la même façon. Je me levais à 5 heures pour lancer une machine de linge. Le petit déjeuner était prêt à 7 heures, les factures payées à 8. Le rythme de mes journées était devenu si prévisible que je me demandais parfois si je pourrais les traverser en dormant. « Jean, ton déjeuner est dans la boîte bleue !» criai-je depuis l'étage, sachant qu'il l'oublierait sinon. Il apparut, ajustant sa cravate. « T'as vu mes lunettes ? Sur ta tête, » répondis-je sans lever les yeux de la table où j'écrivais des chèques pour les factures mensuelles. « Bien. » Il attrapa son attaché-case. « Je rentrerai tard ce soir. Réunion du conseil. » Chèque. Il fait une caisse. J'ai fait une blanquette pour le dîner. Ça se conservera bien. Il était déjà à mi-chemin de la porte, le téléphone collé à l'oreille. Je n'attendais pas d'au revoir et je n'en reçus pas. Le téléphone sonna alors que je finissais la vaisselle. C'était Isabelle. « Claire, Dieu merci, tu réponds. » commença-t-elle, la voix théâtrale. Je suis coincée au centre commercial. Ma voiture ne démarre pas et j'ai un rendez-vous chez le psy dans 1 heure. J'essuyais mes mains sur un torchon. « T'as appelé une dépanneuse ? Ils ont dit 2 heures, tu peux venir me chercher, s'il te plaît ?» Je regardais mon agenda. Cours de yoga. La seule activité que je faisais pour moi. « J'arrive dans 15 minutes. T'es à l'entrée du food court ? T'es un ange. » Quand je déposais Isabelle à son rendez-vous et rentrais, j'avais raté le yoga. Encore une fois. Assise à la table de la cuisine, entourée de factures et de silence, mon portable vibra avec un message de Nicolas. « Maman, tu te souviens du prêt dont j'ai parlé ? Tu pourrais passer à 2500 ? Le fournisseur du bar a augmenté ses prix. Je t'aime. » Avant que je puisse répondre, Sophie appela. « Maman, t'es occupée samedi ? » J'avais prévu d'aller avec Camille à une exposition de jardinage qu'on attendait depuis des mois. Pas vraiment. Pourquoi ? Génial, parce que les parents de Marc nous ont surpris avec des billettes pour une comédie musicale et on a besoin de quelqu'un pour garder Chloé et Lucas, de midi jusqu'à tard. Ça marche, non ?
J'hésitais, pensant à la tête que ferait Camille quand j'annulerais encore. Sophie, en fait, j'avais prévu... Maman, c'est juste une journée, on ne sort plus jamais. S'il te plaît, les enfants adorent être avec toi. La culpabilité m'envahit, familière. D'accord, je le ferai. T'es la meilleure. On les dépose à 11h. Après avoir raccroché, j'envoyai un texto à Camille. Désolée, je dois annuler samedi. Je garde mes petits-enfants. Sa réponse arriva vite. Encore, Claire ? Il faut parfois dire non. Mais comment le pouvais-je ? Ils avaient besoin de moi, même s'ils ne me voyaient pas. La sonnette retentit. J'ouvris et trouvai Camille, tenant un pot de lavande. « J'ai pensé que ça te ferait plaisir, » dit-elle, ses yeux bienveillants me fixant. Je forçai un sourire. « Entre, je fais du café. » Elle me suivit dans la cuisine, posant les fleurs sur la table. « Dure journée ?» Comme d'habitude. Camille s'assit, me regardant verser le café. « Et toi, Claire, de quoi as-tu besoin ?» La question me prit au dépourvu. Personne ne me l'avait jamais posée. Je ne sais plus. Elle se pencha. Si tu le sais, tu as juste peur de l'admettre. Je mis du sucre dans mon café, évitant son regard. C'est ma famille, Camille. C'est ce que font les mères. Non, c'est ce que font les paillassons. Ces mots étaient doux mais fermes. Il y a une différence entre soutenir ta famille et te faire exploiter. Je me hérissais. Ils ne le font pas exprès, ceci. Quand est-ce que l'un d'eux t'a demandé comment tu allais? Quand est-ce que Jeanne t'a invité à dîner? Quand est-ce que tes enfants t'ont aidé avec quoi que ce soit? Je ne pus répondre. Claire, tu te donnes à fond, continua-t-elle plus doucement. Un jour, ils te pousseront trop loin. Et alors? Je forçai un rire. Je vais bien, Camille, vraiment. Mais cette nuit-là, allongée près de Jean qui ronflait, je me demandais si elle avait raison. J'avais passé tant de temps à me sentir nécessaire que j'avais oublié comment être désirée, oublié comment être vue. Le lendemain matin, je découvris qu'Isabelle avait laissé la cuisine dans un état lamentable après son encas de minuit. Assiette, dans l'évier, beurre de cacahuètes ouvert sur le plan de travail, miettes partout. Quelque chose en moi se brisa. « Isabelle » appelai-je, marchant vers la chambre d'Amy. « Isabelle, réveille-toi » Elle grogna sous ses draps. « Quelle heure est-il » ? 8h30. « Il faut qu'on parle. » Elle s'assit, clignant des yeux. « Qu'est-ce qui va pas ? La cuisine est un désastre. »« Encore ? Je t'ai demandé plusieurs fois de nettoyer après toi. » Elle eut la décence de sembler gênée. « Désolée, hier soir j'avais trop faim. Je nettoierai plus tard. »« Non, tu vas nettoyer maintenant. Je ne suis pas ta bonne. » Isabelle haussa les sourcils. « Waouh, qu'est-ce qui t'arrive ? Ce ne sont que quelques assiettes. »« Ce ne sont pas que les assiettes, c'est tout. Tu vis ici depuis des mois, Isabelle. Tu n'aides ni avec les courses, ni les factures, ni le ménage. Rien. » Elle parut blessée. « Je pensais que tu voulais m'aider après le divorce. Si je suis un tel fardeau... » Je n'ai pas dit ça. Je pris une profonde inspiration. Oui, je veux t'aider, mais aider ne veut pas dire tout faire sans que tu contribues. Bien, souffla-t-elle, repoussant les couvertures. Je vais nettoyer la cuisine. En la regardant marcher d'un pas décidé dans le couloir, je ressentis un mélange étrange de culpabilité et de satisfaction. C'était une petite victoire, mais c'était quelque chose. Ce soir-là, Jean rentra et trouva le dîner non préparé, une autre petite rébellion de ma part. « Où est-ce le dîner ?» demanda-t-il, desserrant sa cravate. « Je n'en ai pas fait, j'ai pensé qu'on pourrait commander. » Il fronça les sourcils. « Tu fais toujours le dîner le mardi. »« Oui, et je fais aussi la lessive, je nettoie la maison, je paye les factures, et je m'occupe des besoins de tout le monde. Ce soir, je suis fatiguée. » Jean sembla sincèrement perplexe. « Tu vas bien ?»« Non, Jean, je ne crois pas. »
Il me tapota maladroitement l'épaule. « Bon, je suppose qu'on peut commander une pizza. » Ce n'était pas grand-chose, juste un léger changement dans l'univers de notre mariage. Mais en le voyant manipuler maladroitement son téléphone pour passer une commande qu'il n'avait jamais faite, je sentis quelque chose s'éveiller en moi. Une petite voix, silencieuse depuis des années, murmura « Assez, ça suffit. » Les dimanches matin étaient généralement calmes. Jean dormait tard, Isabelle partait bruncher avec des amis, et j'avais la maison pour moi pendant quelques précieuses heures. Ce dimanche, je décidai de m'offrir une virée au marché fermier de Saint-Germain. Des herbes fraîches pour mon jardin. Du pain artisanal, peut-être des fleurs pour égayer la cuisine. Le marché était animé, rempli de familles et de couples profitant du matin printanier. Je remplis mes sacs de produits colorés, discutant avec des vendeurs que je connaissais depuis des années. Pour une fois, je me sentais légère, sans hâte. « Claire, c'est toi ?» Je me retournai et vis Amélie, la fille d'Isabelle, qui me faisait signe depuis un stand de café. « Amélie, quelle belle surprise !» Je l'enlaçai, sincèrement ravie. Contrairement au reste de ma famille, Amélie semblait me voir. « Tu es seule ici ? Je rejoins des amis plus tard. Je peux t'aider avec ces sacs ? Ils ont l'air lourds. » Une offre si simple, mais qui me fit presque pleurer. Quand quelqu'un s'était-il offert à porter quelque chose pour moi ? Ce serait merveilleux, ma chérie. Nous marchâmes ensemble, Amélie me racontant son nouveau poste d'enseignante en école primaire. Je l'écoutais, posais des questions, observais son visage animé. Elle me rappelait Isabelle, dit-elle alors qu'on approchait de ma voiture. « Je peux te poser une question ? » ?»« Bien sûr. »« Es-tu heureuse à vivre avec maman et oncle Jean ? Tu sembles différente ces derniers temps. » La question me prit au dépourvu. Étais-je si transparente ? « Je suis fatiguée, ma chérie. Ces derniers mois ont été longs. » Les yeux d'Amélie, semblables à ceux de sa mère, mais plus doux, me scrutèrent. « Maman dit que tu as été irritable et difficile, mais je pense que peut-être tu commences enfin à te défendre. » Je lui serrai la main. « Ta mère et moi avons des perspectives différentes. » « Eh bien, pour ce que ça vaut, je trouve que tu es incroyable. Tout ce que tu fais pour les autres. J'espère qu'ils l'apprécient. » Nous savions toutes les deux que ce n'était pas le cas. De retour chez moi, je fus surprise de voir la voiture de Jean dans l'allée. Il rentrait rarement avant midi le dimanche, préférant jouer au golf avec ses amis. Une étrange sensation m'envahit en approchant de la porte, chargée de mes sacs de course. Ma clé ne tournait pas dans la serrure. Perplexe, j'essayais encore. Rien. Je posais les sacs et sonnais. Après une longue minute, John entr'ouvrit la porte, révélant juste son visage. Derrière lui, je vis Sophie et Nicolas. « John, qu'est-ce qui se passe ?»« Ma clé ne fonctionne pas. » Son expression mêlait détermination et culpabilité. « Claire, nous pensons qu'il vaudrait mieux que tu passes un temps chez Isabelle. Les enfants se sont d'accord. Tu as ce besoin de repos. » Je restais figée, les sacs pesants dans mes bras, incapable de comprendre ces mots. « De quoi tu parles ? C'est ma maison. » « Tu es différente ces derniers temps, de mauvaise humeur irrationnelle. Nous pensons que tu as besoin d'aide. » Le sang quitta mon visage alors que la réalité s'imposait. Mon mari et mes enfants m'excluaient de ma propre maison. « Laisse-moi entrer, Jean, tout de suite. » Ma voix tremblait d'une colère que je reconnaissais à peine. Sophie apparut derrière lui. « Maman, s'il te plaît, ne rends pas les choses plus difficiles. On s'inquiète pour toi. Tu es si en colère ces temps-ci. » « En colère ?» ris-je. Un son rauque qui me surprit moi-même. « Vous n'avez pas encore vu ma colère. » Nicolas les rejoignit à la porte. « Maman, c'est juste pour un moment, jusqu'à ce que tu ailles mieux. » « Mieux ?» J'étais étourdie d'incrédulité. « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi, Nicolas ?» Que j'aie demandé à Isabelle de nettoyer, que je n'ai pas préparé le dîner une fois, que j'attende enfin qu'on me traite avec respect.
Je remarquai que Madame Lefebvre, la voisine, était sortie arroser ses plantes, observant la scène. L'humiliation me brûlait. « Pourquoi faites-vous ça ?» murmurai-je. Jean haussa les épaules. « On a besoin d'espace. Tu es trop autoritaire. » Tu es autoritaire. Après des décennies de servitude silencieuse, ils osaient m'appeler autoritaire. Je posai les sacs de course sur le perron. « Gardez-les, vous en aurez plus besoin que moi. »« Maman, » commença Sophie, mais je l'interrompis, levant la main. « Ne m'appelle pas maman pour l'instant. » Je me redressai, rassemblant toute la dignité possible. « Vous devriez savoir une chose. Vous pensez me punir en me prenant ma maison ?» Une étrange sérénité m'envahit. « Vous n'avez aucune idée de ce que vous venez de déclencher. » Je me retournai et m'éloignai, la tête haute, ignorant leurs appels. Je ne savais pas où j'allais, mais je savais que je ne reviendrais pas. Pas en tant que la femme qu'ils croyaient connaître. En atteignant le trottoir, je vis Camille dans son jardin, m'observant avec inquiétude. Sans un mot, elle s'approcha et marcha à mes côtés. « Ma clé ne fonctionne plus, dis-je, la voix étrangement ferme. J'ai entendu, viens, je te fais un thé. Ils pensent que je suis folle, Camille, parce que j'ai cessé d'être leur servante. » Elle me prit le bras doucement. « Tu n'es pas folle, Claire, mais ils vont bientôt découvrir qu'ils sont des idiots. » Assise dans la cuisine de Camille, la regardant préparer le thé avec le même soin que j'avais toujours montré aux autres, quelque chose se cristallisa en moi. Pendant des années, j'avais été celle qui maintenait tout en ordre. Les finances, la maison, la famille elle-même. Sans moi, ils s'effondreraient comme un château de cartes, et j'allais les laisser tomber. « Camille, dis-je, j'ai besoin d'utiliser ton ordinateur. » Elle hocha la tête, son regard compréhensif. « Tu planifies ton prochain coup ?» Je ne répondis pas, prenant la tasse qu'elle me tendait. Ils préparaient pour leur propre chute. La chambre d'amis d'Isabelle était plus petite que mon dressing. L'ironie ne m'échappait pas. Je lui avais offert une grande chambre chez moi, et maintenant j'étais entassée dans cet espace exigu avec un lit simple. « C'est temporaire, » dit Isabelle, rôdant près de la porte. Je défaisais la petite valise que Camille m'avait aidé à préparer. Affaires de toilette, vêtements de rechange, mon ordinateur portable. Il ne s'agit pas que Jean se calme. Il s'agit qu'il me voie enfin. Isabelle soupira dramatiquement. « Claire, tu es impossible ces derniers temps. Tu cries sur tout le monde, tu fais des exigences. » Je me tournai vers elle. « Des exigences ? Comme demander que tu nettoies ce que tu salis dans la maison où je t'ai accueillie, comme attendre que mon mari de 40 ans commande à manger une fois. Ce genre d'exigence scandaleuse, tu vois, dit-elle. Cette colère. Sors, Isabelle. » Ma voix était calme mais ferme. « C'est peut-être ton appartement, mais j'ai besoin d'espace. » Après son départ, je m'autorisai 5 minutes pour pleurer. 5 minutes de douleur, pour la famille que je pensais avoir, pour les décennies gâchées à croire que mon sacrifice serait un jour reconnu. Puis, je séchai mes larmes, ouvris mon ordinateur et me mis au travail. D'abord, je me connectai à notre compte bancaire commun. Comme prévu, Jean avait déjà essayé d'y accéder. La page de sécurité indiquait plusieurs tentatives de mots de passe échoués. Je souris tristement. Il avait toujours été si fier, se vantant d'être le maître des finances familiales. Mais il ne se souvenait même pas du mot de passe principal. Je transférai la moitié du solde sur mon compte personnel, celui dont Jean ignorait l'existence. Ce n'était pas du vol, juste une protection. Le compte était à nos 2 noms, j'avais droit à ma part. Ensuite, je vérifiai notre portefeuille d'investissement, celui que j'avais soigneusement construit pendant des décennies pendant que Jean se vantait de son flair financier auprès de ses amis. Chaque choix d'action, chaque obligation, chaque décision stratégique avait été le mien, même s'il s'en attribuait le mérite lors des dîners. Le mot de passe ici était plus complexe, un qu'il ne devinerait jamais. Je m'assurais que toutes les notifications n'arrivent qu'à mon adresse email. Mon téléphone vibra avec un message de Sophie. « Maman, la banque en ligne ne marche pas. »
Papa dit que tu as changé les mots de passe. On doit payer l'impôt foncier cette semaine. Je posai le téléphone sans répondre. Qu'il transpire. Un autre message de Nicolas cette fois. Salut maman, j'essaye de te joindre. Tout va bien? J'aurais besoin de l'argent dont on a parlé. Tu m'appelles? L'audace était presque impressionnante. On frappa à la porte. Claire, c'est Amélie, je peux entrer? Je fermai mon ordinateur. Bien sûr, ma chérie. Amélie entra avec une tasse de thé et un air inquiet. Maman m'a raconté ce qui s'est passé. Tu vas bien? Je vais bien, Amélie. Mieux qu'en année, en fait. Elle s'assit au bord du lit. Ils n'auraient pas dû t'exclure. C'était cruel. Oui, ça l'était. Mais ça a aussi clarifié les choses. Comment ça? Je réfléchis à ce que je pouvais partager. Amélie avait toujours été perspicace, moins prétentieuse que sa mère ou mes enfants. Parfois, Amélie, les gens ne voient ta valeur que quand tu arrêtes de leur donner ce qu'ils veulent. Ta mère, mon mari, mes enfants m'ont prise pour acquise si longtemps qu'ils ont oublié que je suis une personne, pas une ressource. Qu'est-ce que tu vas faire? Je bus une gorgée de thé. Je vais le leur rappeler. Amélie me regarda dans les yeux. Ils pensent que tu vas revenir en rampant. Maman dit que tu surmonteras cette phase quand tu réaliseras que tu as besoin d'eux. Je ris. Ils pensent vraiment que j'ai plus besoin d'eux que de moi. Ils n'ont aucune idée de ce dont je suis capable. Non, dis-je avec un léger sourire. Mais ils vont bientôt le découvrir. Plus tard ce soir-là, Camille passa avec le dîner et un dossier de documents qu'elle avait récupéré chez elle. Des copies de papiers importants que je lui avais confiés il y a des années. Isabelle m'a laissé entrer, expliqua-t-elle, posant la nourriture, mais elle n'avait pas l'air ravie. Elle a peur que tu me corrompes avec ta négativité, dis-je, ouvrant les boîtes de plats chinois. Merci pour ça, et pour les documents. Comment vas-tu? Son inquiétude était sincère, son regard chaleureux. Je suis en colère, Camille. Plus en colère que jamais. Mais c'est une colère utile, éclairante. Elle hocha la tête, comprenant. Et le plan? Je lui expliquai ce que j'avais fait et ce qui suivrait. Camille l'écouta, offrant parfois des suggestions, mais surtout, elle fut témoin de mon réveil. « Tu sais ce qu'ils vont essayer de te faire passer pour instable ?» prévint-elle. « Jean raconte déjà à tout le monde que tu as eu une sorte de crise nerveuse, qu'il essaie. La vérité éclatera bien assez tôt. » Mon téléphone s'alluma avec un autre appel de Jean, le 4e de la journée. Je laissai le répondeur s'enclencher. « Tu ne réponds pas ?» demanda Camille. J'ai fait tourner mes nouilles avec ma fourchette. Laissons-le mariner un peu. Tu sais ce que j'ai réalisé aujourd'hui? Pendant 40 ans, j'ai attendu qu'on me voie vraiment, qu'on reconnaisse tout ce que je fais, mais ils ne le feront jamais de leur propre chef. Alors j'arrête d'attendre. Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi maintenant? Je réfléchis, cherchant l'instant précis où quelque chose avait basculé en moi. Debout sur ce perron, les sacs de course à la main, quand ils m'ont dit que je ne pouvais pas entrer dans ma propre maison, c'était comme voir toute ma vie avec une clarté totale. J'ai été un fantôme chez moi. On attendait de moi que je serve, mais jamais que je parle. On avait besoin de moi, mais on ne m'a jamais voulu. Je posai ma fourchette. Je ne veux plus être un fantôme. Le lendemain matin, je me réveillai avec 12 appels manqués et 23 messages. La réalité financière s'imposait. Jean ne pouvait pas accéder au compte. La mensualité de l'hypothèque de Sophie était en retard. Nicolas avait besoin de son prêt. J'écrivis un seul message et l'envoyai à tous. « Je vais bien. Ne vous inquiétez pas pour moi. Débrouillez-vous. Pour une fois. » Puis, je bloquai leur numéro, ouvris mon ordinateur et continuai à reprendre le contrôle de ma vie, un mot de passe à la fois. « Je n'arrive pas à croire que tu aies bloqué leur numéro, » dit Isabelle, les bras croisés, en me regardant préparer du café dans sa cuisine. « Ils sont très inquiets pour toi. » Je versai le café dans une tasse, prenant mon temps pour répondre. « Ils s'inquiètent pour les comptes, Isabelle, pas pour moi. » Ce n'est pas juste. John a dit... Qu'a dit Jean? Que je suis instable?
Que je fais une crise nerveuse? Ou a-t-il mentionné qu'il ne sait pas comment payer l'impôt foncier qui arrive la semaine prochaine? Le silence d'Isabelle en dit long. C'est ce que je pensais. Je bus une gorgée de café, étrangement calme. Tu sais, quand tu t'es installée chez nous après ton divorce, personne ne m'a demandé si j'étais d'accord. John a offert notre maison, nos ressources, mon temps, comme si tout lui appartenait. Je ne savais pas. Bien sûr, parce que personne ne pense à ce que je veux ou ce dont j'ai besoin. On s'attend juste à ce que je m'adapte à la vie des autres. La sonnette retentit, interrompant notre conversation. Isabelle alla ouvrir et revint avec Sophie. « Maman ?» Sophie se précipita vers moi, les bras tendus pour une étreinte que je ne lui rendis pas. On était si inquiètes. « Pourquoi as-tu bloqué nos numéros ?»« Parce que j'avais besoin de paix, Sophie, une chose que je n'ai pas eue depuis des décennies. » Son visage s'assombrit, l'inquiétude feinte laissant place à la véritable raison de sa visite. Papa ne peut accéder à aucun compte, l'hypothèque est en retard et tout à coup, vous avez besoin de moi. Je posai ma tasse. Dis-moi, si les comptes allaient bien, serais-tu ici maintenant? Ce n'est pas juste. Non? Quand m'as-tu appelé pour parler, juste parler, sans me demander de l'argent, de garder les enfants ou un autre service? Les yeux de Sophie se remplirent de larmes, sa réponse habituelle quand on la confrontait. Je n'arrive pas à croire que tu fasses ça après tout ce qu'on a fait pour toi. Je ris, sincèrement amusée. Quoi, exactement, as-tu fait pour moi, Sophie? Explique-moi. Elle bafouilla, incapable de trouver un seul exemple. C'est tout ce que je pensais. Je me levai. Dis à ton père que les informations sur l'impôt foncier sont dans le classeur de son bureau, 3e tiroir en bas, dossier bleu. Le chéquier laissé sur mon bureau, tiroir du dos à droite. S'il veut tant être l'homme de la maison, qu'il se débrouille pour écrire un chèque. Maman, s'il te plaît. Je suis fatiguée, Sophie. J'aimerais que tu partes maintenant. Après son départ, Isabelle me regarda avec un mélange de surprise et d'admiration réticente. Je ne t'ai jamais vue comme ça. Personne ne m'a jamais vue. C'est bien le problème. Plus tard ce jour-là, je retrouvai Camille dans un café du Marais, loin des regards indiscrets et du drame familial. « Tu aurais dû voir la tête de Sophie ?» dis-je, me remémorant l'affrontement du matin. Elle n'a pas pu citer une seule chose qu'elle a faite pour moi en années. Camille rit. Comment vont les finances? J'ai verrouillé tout ce que je pouvais. Le compte courant commun a encore assez pour l'impôt foncier et les factures de base. Je ne veux pas les ruiner, juste les réveiller. Et Jean a essayé de te contacter directement. Oui, 7 messages vocaux hier, de plus en plus désespérés. Dans le dernier, il a même menacé d'appeler son avocat. Je remuai mon thé. Comme s'il savait qui est notre avocat ou où sont rangés les documents importants. Quel est ton prochain mouvement? Je sortis relevé bancaire, registre d'investissement, acte de propriété, tous les comptes que j'ai gérés pendant des années, toutes les décisions que j'ai prises et dont Jean s'est attribué le mérite. Preuve de ta contribution. Exactement. La semaine prochaine, je rencontre un avocat. Pas pour divorcer, du moins pas encore, juste pour comprendre mes options. Camille hocha la tête, approbatrice. Intelligente. Le plus drôle, c'est que je ne veux même pas de vengeance, Camille. Je veux juste qu'ils me voient, vraiment. Qu'ils comprennent ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont pris pour acquis. Je baissai les yeux sur mes mains, des mains qui avaient cuisiné des milliers de repas, plié d'innombrables lessives, signé chèque après chèque pour maintenir la famille à flot. Je veux qu'ils sachent qui je suis vraiment. Et qui est-ce qu'elle a été? Je souris, me sentant plus forte qu'en année. Quelqu'un qui a cessé d'être invisible. En rentrant chez Isabelle ce soir-là, je trouvai Nicolas qui m'attendait. « Salut, maman. » Il se tenait maladroitement dans le salon, les mains dans les poches. « T'as une minute pour parler de l'argent dont tu as besoin ?» Je posai mon sac, pas surprise par sa visite. Il eut la grâce de paraître gêné.
Pas seulement, j'étais inquiet pour toi. Nicolas, ne me prends pas pour une idiote. Si les comptes fonctionnaient et que l'argent t'avait été viré, serais-tu ici ? Son silence fut éloquent. C'est ce que je pensais. Écoute, maman, je sais que je n'ai pas été le fils le plus attentionné, mais on a besoin de toi. La famille s'effondre sans toi. J'étudiais son visage, si semblable à celui de son père. Beau, mais avec cet air d'attente, comme si le monde lui devait quelque chose. La famille s'effondrait déjà, Nicolas. Tu ne t'en es pas rendu compte, parce que c'était moi qui tenais tous les morceaux ensemble. Papa ne sait pas payer les factures. Sophie panique pour son hypothèque. Isabelle dit que j'ai changé. Je n'ai pas changé, Nicolas. J'ai juste arrêté de faire semblant. Il passa une main dans ses cheveux, ce tic nerveux. Maman, quoi qu'il t'arrive, on peut t'arranger ça. Reviens à la maison, réactive les comptes, on peut te revenir à la normale. Normale ? Ris-je doucement. La normale, c'est ce qui nous a menés ici, Nicolas. La normale, c'est moi qui donne et donne jusqu'à ce qu'il ne reste rien. La normale, c'est vous qui prenez et prenez sans y réfléchir à 2 fois. Ce n'est pas juste. La vie n'est pas juste, tu devrais le savoir maintenant. Je me dirigeais vers la porte, signifiant la fin de la conversation. L'argent que tu veux, gagne-le toi-même. Pour une fois dans ta vie, débrouille-toi. Tout. Après son départ, je m'assis au petit bureau d'Isabelle et commençai à écrire, documentant chaque prêt donné à Nicolas au fil des ans, chaque heure de garde d'enfant pour Sophie, chaque repas préparé pour Jean, chaque facture payée. Pas par mesquinerie, mais pour établir un registre, une preuve de mon travail invisible, de ma contribution silencieuse à la famille qui m'avait exclue. Quand j'eus fini, il était minuit passé. Isabelle s'était couchée depuis longtemps, me laissant seule avec la vérité que je m'autorisais enfin à voir. J'avais été le pilier de notre famille pendant des décennies, et j'étais sur le point de leur montrer ce qui arrive quand la colonne vertébrale décide de se redresser. 1 semaine après mon exil, les fissures commencèrent à apparaître. Isabelle reçut un appel paniqué de Sophie, sur haut-parleur, pendant que je lisais dans un coin, feignant de ne pas écouter. « Tante Isabelle, c'est le chaos », se lamenta Sophie. « La maison est un désastre. Papa ne trouve rien. Chloé réclame sans cesse les biscuits de mamie, et la banque dit qu'il faut la signature de maman pour accéder au compte commun. » Isabelle me lança un regard appuyé. Je tournai la page de mon livre. Impassible. « As-tu essayé de lui parler ? Vraiment parler ? Pas juste exiger qu'elle arrange tout ? » demanda Isabelle, me surprenant par sa perspicacité. « Il y en a-t-elle, on a tous essayé. Elle ne veut pas écouter. Elle est complètement irrationnelle. » Je fermai mon livre. « C'est comme ça que tu appelles te défendre ? Irrationnelle ?» La voix de Sophie se brisa. « Maman, t'es là ? » Je suis là, toujours irrationnelle, toujours en attente que l'un de vous me voie comme une personne, pas un distributeur automatique. On peut parler de ça, s'il te plaît ? Papa menace de faire venir un serrurier pour changer les mots de passe. Je ris. Bonne chance. Les serrures numériques, ça ne marche pas comme ça, Sophie. Ce n'est pas drôle. L'hypothèque est due demain. Et tu es une adulte qui devrait pouvoir gérer ses propres finances, terminai-je pour elle. Le chéquier est exactement où je t'ai dit. Écris un chèque, envoie-le par la poste. Ce n'est pas mon problème, dis-je fermement. Jean est un adulte. S'il ne peut pas trouver le chéquier que j'ai géré pendant 40 ans, peut-être qu'il devrait réfléchir à tout ce qu'il a pris pour acquis. Le silence à l'autre bout de la ligne était assourdissant. « Maman ?» dit enfin Sophie, la voix faible. « Papa dit que si tu ne rentres pas d'ici le week-end, il va... » « Il va quoi ?» demandai-je, curieuse de savoir quelle menace John pensait pouvoir me faire plier. « Il menace de vendre la maison. » Je ne pus m'empêcher de rire. « Avec quel papier, Sophie ? L'acte est à nos 2 noms. Il ne peut pas vendre sans ta signature, mais même s'il trouvait l'acte, il lui faudrait mon autorisation pour accéder au coffre. » Je m'adossai à ma chaise, ressentant une étrange satisfaction. Il m'a mise dehors, Sophie. Il pensait vraiment que je n'avais pas de plan de secours ? Isabelle me regarda avec un nouveau respect. « Tu as tout prévu, n'est-ce pas ?» « Non, Isabelle,
J'ai juste fait attention toutes ces années pendant que tout le monde était trop occupé à me prendre pour acquise. Ce soir-là, je reçus un texto d'Amélie. Grand-père Jean a essayé de faire le dîner ce soir. La cuisine ressemble à une zone de guerre, et on a tous eu mal au ventre. Tu me manques, tante Claire. Je souris malgré moi. Jean n'avait jamais cuisiné de sa vie. Il savait à peine se servir du micro-ondes. Le lendemain matin, je fus réveillée par des coups à la porte d'Isabelle. Jean était là, mal rasé, portant la même chemise que 3 jours plus tôt, selon Isabelle. « Je dois parler à ma femme, » annonça-t-il, essayant de pousser Isabelle. « C'est bon, » dis-je, apparaissant derrière elle. « Laisse-le entrer. » Jean semblait l'ombre de lui-même, débraillé, fatigué, désespéré. L'homme qui m'avait exclu de ma maison se tenait maintenant dans le salon de ma sœur, le chapeau à la main. « Claire, » commença-t-il, la voix rauque. « Ça a assez duré. La maison s'effondre. La banque ne veut pas me parler. Le fournisseur du restaurant, de Nicolas, menace d'annuler son contrat. L'hypothèque de Sophie. Et ? Demandai-je quand il fit une pause. Et on a besoin que tu rentres. Il explosa. Cette petite crise t'a fait comprendre ce que tu voulais ? Je le regardais calmement. Une crise ? C'est comme ça que tu appelles me défendre après 40 ans d'invisibilité ? Tu n'étais pas invisible, protesta-t-il faiblement. Alors, j'étais quoi, Jean ? La cuisinière, la femme de ménage, la banquière, la nounou ? Tout ça à la fois, et pourtant, je ne méritais toujours pas le moindre respect. Il passa une main dans ses cheveux clairsemés. « Claire, s'il te plaît, quoi que tu veuilles, on peut en parler. Rentre et arrange ce bazar. » C'est bien là le problème, Jean. Je ne veux plus rien arranger. Je veux reconstruire, mais seulement si tout le monde était prêt à me voir comme une partenaire égale, pas une domestique. D'accord, hocha-t-il précipitamment. Comme tu veux, mais reviens et règle les choses. Je secouai la tête. Non, Jeanne, ce n'est pas si simple. J'ai besoin de plus que des promesses creuses. J'ai besoin que vous compreniez tous ce que vous avez fait, vraiment. Son visage s'assombrit. Et comment sommes-nous censés faire ça ? J'ai convoqué une réunion familiale demain midi, chez Camille. Et chez Camille ? Sa voix monta. Pourquoi chez cette voisine intrusive ? Parce que c'est un terrain neutre, répondis-je calmement, et parce que c'est la seule à m'avoir montré du respect ces dernières années. Jean serra la mâchoire. Tu as parlé de nos affaires privées avec elle ? Nos affaires privées sont devenues publiques au moment où tu m'as mise dehors devant tout le quartier. John. Il n'avait pas de réponse à ça. Demain, midi, répétai-je. Amenez Sophie et Nicolas. Si vous voulez une chance de régler ça, vous serez tous là. Après son départ, Isabelle se tourna vers moi, stupéfaite. Je ne t'ai jamais vu lui tenir tête comme ça. Je n'ai jamais eu une raison aussi importante, répondis-je, déjà en train de planifier l'affrontement du lendemain. Le salon de Camille semblait exigu avec nous tous réunis. Jean, Sophie, Nicolas, Isabelle, Amélie, qui avaient insisté pour venir me soutenir, et Camille, debout en silence dans un coin. J'étais assise dans le fauteuil près de la fenêtre, une épaisse chemise sur les genoux. « Merci à tous d'être venus, » commençai-je, la voix plus ferme que je ne le ressentais. Je sais que ces dernières semaines ont été difficiles. « Difficile ?» ricana Sophie. « Maman, c'est un cauchemar. Chloé n'arrête pas de demander après toi. La maison est un désastre. » Je levai une main. « Sophie, s'il te plaît, tu auras ton tour pour parler. Pour l'instant, j'ai besoin que vous écoutiez tous. » La pièce devint silencieuse. Pendant 42 ans, j'ai mis cette pour que Jean puisse poursuivre la sienne. J'ai géré nos finances, élevé nos enfants, entretenu notre foyer, et je vous ai soutenu dans chaque crise, grande ou petite. J'ouvris la chemise et commençai à poser des documents sur la table basse. Relevé bancaire, portefeuille d'investissement, acte de propriété. Voici notre compte courant commun, expliquai-je, pointant le premier relevé. Je le gère depuis 1983. Jean n'a jamais émis un chèque, payé une facture en ligne, ni même vérifié le solde. Jean se tortilla, mal à l'aise, mais ne protesta pas.
Voici nos investissements, continuai-je, étalant d'autres papiers. Le fonds de retraite qui nous soutiendra dans nos vieux jours, celui dont Jean se vante auprès de ses amis comme s'il l'avait créé. Chaque action, chaque obligation, chaque fonds commun a été choisi par moi. Sophie et Nicolas échangèrent des regards, visiblement surpris. Voici l'acte de notre maison, à nos deux noms. Voici le fonds universitaire que j'ai créé pour Chloé et Lucas. Voici le contrat de prêt que j'ai rédigé quand Nicolas avait besoin de 20 000 € pour son restaurant, un prêt qu'il n'a jamais remboursé. Nicolas eut la décence de sembler gêné. Et ceci, dis-je, sortant un gros registre, est un compte de chaque contribution majeure que j'ai faite à cette famille ces 20 dernières années. Chaque heure de garde d'enfants, chaque repas, chaque course, chaque facture payée, chaque crise évitée. « Maman, pourquoi nous montres-tu tout ça ?» demanda Sophie doucement. « Parce que vous devez comprendre qui je suis vraiment. Pas juste votre mère, votre femme, votre sœur, mais une personne de valeur, quelqu'un qui mérite le respect, pas d'être chassé de sa maison pour avoir demandé un minimum de courtoisie. » Je me tournai vers Jean. « Tu m'as traité d'autoritaire quand j'ai demandé à Isabelle de nettoyer. Tu m'as mise dehors quand j'ai suggéré de commander à manger après avoir cuisiné tous les repas pendant 40 ans. Dis-moi, Jean, qu'est-ce que je contrôlais exactement? Ton droit de me traiter comme une domestique ?» Il ne pouvait pas me regarder dans les yeux. « Claire, je... Et toi, continuai-je, regardant Sophie, quand m'as-tu appelé juste pour parler? Pas pour demander de l'argent, garder les enfants ou un autre service ?» Les yeux de Sophie se remplirent de larmes. Je ne sais pas. « Nicolas, dis-je, me tournant vers mon fils, ces 5 dernières années, tu m'as emprunté plus de 50 000 €, argent que je t'ai donné sans broncher, parce que tu es mon fils et que je t'aime. Mais pas une seule fois tu ne m'as posé de questions sur ma vie, mes rêves, mes besoins. » Nicolas baissa les yeux, les épaules voûtées. « Isabelle, m'adressai-je à ma sœur, je t'ai accueillie chez moi quand tu n'avais nulle part où aller. Je t'ai donné un toit, de la nourriture, du soutien. En retour, tu t'es plainte de mes plats, tu as laissé des désastres pour que je les nettoie, et tu t'es rangée du côté de Jean quand il m'a exclue. » Isabelle hocha légèrement la tête, reconnaissant la vérité. « Ce n'est pas une question de vengeance, dis-je, la voix plus douce. C'est une question de reconnaissance, de me voir enfin pour qui je suis et ce que j'apporte. » La pièce était silencieuse, sauf pour les sanglots étouffés de Sophie. « Et maintenant ?» demanda Jean enfin. « Qu'attends-tu de nous ?» Je pris une profonde inspiration. Je veux rentrer chez moi, mais à mes conditions. Je veux du respect, pas juste des mots vides. Je veux être traitée comme une partenaire égale, pas une employée de maison. Je veux que mes contributions soient reconnues, pas prises pour acquises. Je sortis un dernier document. J'ai écrit ce que j'attends de chacun de vous. Si vous acceptez ces termes, nous pouvons commencer à reconstruire notre famille. Sinon... Je laissai la phrase en suspens. Camille s'avança et distribua à chacun une copie de mes conditions. Ils lurent en silence. Mes demandes n'étaient pas déraisonnables, juste un respect de base. Jeanne suivrait une thérapie de couple avec moi. Sophie et Nicolas rembourseraient l'argent que je leur avais prêté, même si ça prenait des années. Isabelle trouverait son propre logement dans les 3 mois. Tous reconnaîtraient mon rôle dans les finances familiales et la prise de décision désormais. « Ça semble raisonnable, » admit Jean à contre-cœur. « Mais, maman, » protesta Sophie, « comment sommes-nous censés te rembourser si on ne peut même pas accéder à nos comptes? Vous y aurez accès quand nous aurons un accord, dis-je. Mais fini les retraits automatiques, fini d'utiliser mes économies comme fonds d'urgence. Vous êtes adultes. Il est temps de vivre selon vos moyens. » Nicolas leva les yeux de la feuille. « Je ne savais pas que tu tenais un compte de tout ce que j'ai emprunté. » « Bien sûr que oui, Nicolas. Je ne suis pas sénile. » Qui était restée silencieuse jusque-là, prit la parole. « Je trouve que tante Claire est plus que juste. Elle ne demande rien d'autre qu'un respect, de base. » La pièce redevint silencieuse,
alors que ma famille digérait la vérité que je leur avais exposée. Le rapport de force avait changé, et pour la première fois, ils me voyaient non pas comme quelqu'un à utiliser, mais comme quelqu'un à considérer. « Je vous laisse le temps de réfléchir, » dis-je, me levant. « Appelez-moi quand vous aurez pris une décision. » En marchant vers la porte, Amélie me suivit. « Je viens avec toi, tante Claire. » Camille me serra l'épaule en signe de soutien. « Tu as bien fait ?» Je laissais ma famille assise là, entourée des preuves de ma valeur, financière, émotionnelle, pratique, qu'ils n'avaient jamais pris la peine de voir. 3 jours passèrent, sans nouvelles. Je passais ce temps avec Amélie et Camille, redécouvrant des parties de moi que j'avais oubliées. Mon amour pour le jardinage, mon intérêt pour l'histoire locale, mon talent pour la photographie, abandonné à la naissance des enfants. « Tu sembles différente, » observa Amélie alors qu'on se promenait dans le jardin des plantes. « Plus claire, en quelque sorte. Je me sens différente, admis-je. Pour la première fois en décennies, je me mets en priorité. » Mon téléphone sonna. C'était le numéro de Jean. Les mains fermes, je répondis. « Claire, » commença-t-il, la voix inhabituellement humble. « On en a parlé tous. On aimerait se revoir pour s'excuser correctement. » Je regardai Amélie, qui me fit un signe d'encouragement. « Quand ?»« Ce soir, chez nous, chez toi, si ça te va. »« Je serai là à 19h, dis-je, raccrochant avant que l'émotion ne me submerge. Camille insista pour m'accompagner. « Au cas où, » dit-elle, bien qu'aucune de nous ne précisât ce que cela signifiait. John ouvrit la porte avant que je ne sonne. La maison était impeccable, signe d'un effort évident. Tous étaient réunis dans le salon, l'atmosphère tendue mais expectative. « Claire, » commença John, debout maladroitement au centre de la pièce. « On a beaucoup réfléchi à ce que tu as dit, à ce que tu nous as montré. » Sophie s'avança. « Maman, je n'avais aucune idée de tout ce que tu faisais pour nous. Pour moi, je t'ai prise pour acquise et je suis vraiment désolée. » Nicolas hocha la tête, plus sérieux que je ne l'avais jamais vu. « J'ai été égoïste, maman. Je t'ai utilisée comme filet de sécurité sans même chercher à comprendre combien d'efforts tu faisais pour le créer. » Isabelle, assise calmement dans un coin, dit simplement « Oui, j'ai commencé à chercher un appartement. » Jean se racla la gorge. « J'ai eu tort, Claire, nous tous. Te mettre dehors était... » Il chercha ses mots, impardonnable. « J'ai passé 40 ans à bénéficier de ta force, ton intelligence, ton travail, et je t'ai puni pour avoir enfin parlé. » Il me tendit une petite boîte en velours. « J'ai trouvé ça dans ta boîte à bijoux en cherchant la clé du coffre. » Je l'ouvris et trouvai ma première alliance, la simple bande que nous avions achetée jeunes et pauvres, avant que Jean ne la remplace quand sa carrière avait décollé. « Tu l'as gardée toutes ces années ?» dit-il doucement. « Ça comptait pour moi, » répondis-je. « C'était quand nous étions partenaires. »« Je veux qu'on soit à nouveau partenaires, » dit-il. Vraiment partenaire cette fois. J'ai pris rendez-vous avec un conseiller matrimonial, le docteur Lambert. Pour nous deux, si tu es d'accord. J'observais son visage, marqué par l'âge et le regret. « Et les comptes, les finances, accès commun ?» dis-je fermement. « Tu les as gérés brillamment pendant des décennies, j'aurais dû le reconnaître il y a longtemps. » Sophie s'avança avec une enveloppe. « Ce n'est pas grand-chose, maman, mais c'est un début. Le premier remboursement de ce que je te dois. » Nicolas suivit avec sa propre enveloppe. Moi aussi, et j'ai pris un deuxième boulot pour aider à payer le reste. Je regardais ma famille, contrite et repentante, me voyant enfin. « C'est un bon début, » dis-je prudemment.
Regagner la confiance prendra du temps. J'ai besoin de plus que des mots et des premiers paiements. J'ai besoin de voir un vrai changement. John hocha la tête. On comprend. Quoi qu'il en coûte, Claire, on veut que tu rentres. Je jetai un œil à ma maison, ressentant le poids des décennies passées entre ces murs. Je rentrerai, décidai-je. Mais je garderai les accès aux comptes protégés et je consacrerai plus de temps à mes propres intérêts. Bien sûr, acquiesça Jean rapidement, tout ce dont tu as besoin. Et une dernière chose, dis-je, les regardant dans les yeux un par un. Si jamais, vous essayez de m'écarter à nouveau, je ne reviendrai pas. J'ai redécouvert que je suis assez forte pour me débrouiller seule. Ils hochèrent la tête solennellement, je dormis dans mon comprenant propre la lit ligne pour la la première fois depuis des semaines. Jaune s'installa dans la chambre d'amis sans se plaindre, une petite reconnaissance que nous avions beaucoup à reconstruire. Allongé là, partagé entre victoire et épuisement, je réalisais que cet affrontement n'était pas une fin, mais un commencement. Le début d'un nouveau chapitre où l'on me verrait enfin. Les semaines suivantes furent un processus d'ajustement pour tous. Jean assistait à des séances de thérapie avec moi 2 fois par semaine, d'abord mal à l'aise, puis plus ouvert. Lors de notre 3e séance, il craqua. « Je ne t'ai pas vu, admit-il, les larmes aux yeux. Je ne te voyais plus. Quand est-ce arrivé, Claire? Quand ai-je cessé de voir ma femme ?» Le docteur Lambert nous guida doucement à travers cette conversation douloureuse, nous aidant à exhumer des décennies de ressentiments et d'attentes non exprimées. « Ce n'était pas un seul moment, lui dis-je. C'étaient des milliers de petits moments où ma voix ne comptait pas, où mes besoins se passaient en dernier, où mes contributions étaient invisibles. Lentement, douloureusement, nous commençâmes à reconstruire. John apprit à cuisiner des plats simples. Ses omelettes étaient indimmangeables au début, mais il persévéra. Il posa des questions sur nos finances, essayant de comprendre les systèmes que j'avais mis en place. De petits pas, mais significatifs. Sophie venait plus souvent, parfois juste pour discuter. Un jour, elle confessa « Je crois que je fais à Marc ce que papa t'a fait. Je le prends pour acquis. Je l'utilise comme un soutien dans ma vie plutôt qu'un partenaire. » Je lui serrai la main. Soit, il n'est pas trop tard pour changer ce schéma. Nicolas me surprit le plus. Il vint un après-midi avec un plan d'affaires. « Je veux que tu y jettes un œil, maman. Pas pour de l'argent, ajouta-t-il vite, mais pour des conseils. Tu es meilleure avec les chiffres que n'importe qui. » Ensemble, nous passâmes en revue les finances de son restaurant, identifiant des domaines à améliorer. Pour la première fois, il me vit non comme un distributeur de billets, mais comme une experte. Isabelle déménagea début d'octobre dans un petit appartement à Montmartre. « Je n'avais jamais réalisé à quel point je dépendais de toi, » admit-elle en m'aidant à déballer. « C'est effrayant d'être seule à nouveau, mais il est temps. » Camille resta une constante dans ma vie, sans jamais me pousser, toujours en me soutenant. Notre amitié s'approfondit, devenant quelque chose que je n'étais pas encore prête à définir. « Tu as accompli l'impossible, » me dit-elle une nuit, assise sur son balcon. « Tu as changé la dynamique de toute une famille en te défendant. » « Ce n'était pas facile, » corrigeai-je. « C'était la chose la plus dure que j'ai jamais faite. » Tout ne changea pas du jour au lendemain. Il y eut des revers. Jean retombant dans de vieilles habitudes, Sophie oubliant de se manifester, Nicolas manquant une échéance de remboursement. À chaque fois, je tins bon, leur rappelant avec douceur mais fermeté que l'ancienne Claire était partie pour de bon. Le changement le plus profond se produisit en moi. Je rejoignis un club de photographie, ravivant ma passion abandonnée. Je fis du bénévolat à la bibliothèque 2 matins par semaine. Je commençai à déjeuner régulièrement avec des amis négligés pendant des années, au profit des exigences familiales. Aux dîners de famille, je ne servais plus tout le monde en silence. Nous nous relayions pour cuisiner, nettoyer, accueillir. Mes opinions étaient en sollicitées et respectées. Quand je parlais, on m'écoutait. 6 mois après l'exclusion, Amélie me dit « Tu as l'air si différente, tante Claire, si présente. » Je compris ce qu'elle voulait dire.
Pendant des décennies, j'avais vécu comme une ombre dans ma propre vie. Maintenant, j'occupais tout mon espace. J'avais retrouvé ma voix, mon temps, ma dignité. Ce n'est pas parfait, lui dis-je. Il y a encore des jours difficiles, mais je ne serai plus jamais invisible. Tu les as tous changés, observa-t-elle. Même maman. Elle parle de toi différemment maintenant, avec respect. Je n'avais pas l'intention de les changer, réfléchis-je. Je me suis simplement refusée à rester inchangée. Cette nuit-là, assis sur le banc du jardin avec John, une habitude que nous n'avions pas eue depuis des années, il prit ma main. « Es-tu heureuse, Kay ?»« Heureuse, Claire ?» demanda-t-il, hésitant. Je considérais la question avec soin. « Je deviens heureuse », répondis-je honnêtement. Je retrouve le chemin vers moi-même. « Je suis reconnaissant, » dit-il simplement, « qu'on ait une autre chance. » Je lui serrai la main, mais ne dis rien. La vérité était que je n'étais pas restée pour eux. J'étais restée pour moi, car reprendre ma place dans cette famille faisait partie de me retrouver. Un an après avoir été mise dehors, je fêtais le jour passé avec un minimum de reconnaissance. Cette célébration fut différente. La famille se réunit dans notre jardin à Versailles. Jean, Sophie, Nicolas, leurs conjoints et enfants, Isabelle, Amélie et même Camille, devenue une amie proche pour tous. Une table débordait de plats, certains préparés par moi, d'autres par les autres, sous le grand chêne. Des cadeaux s'empilaient sur une table d'appoint. Une banderole proclamait « Joyeux anniversaire, Claire ». En regardant les visages de ma famille, je vis quelque chose que j'avais manqué pendant des décennies. La reconnaissance. Ils me voyaient, non pour mon utilité, mais pour moi-même. « Discours !» cria Nicolas, alors que Jean apportait un gâteau orné de bougies. Je me levai, émue malgré moi. Il y a un an, je ne savais pas si je fêterais à nouveau un anniversaire avec vous tous. Il y a un an, je me sentais invisible dans ma propre vie. Jean baissa les yeux, encore honteux de son rôle dans ce chapitre douloureux. Mais aujourd'hui, continuai-je, je suis reconnaissante. Pas parce que tout est parfait, car ça ne l'est pas, mais parce que nous sommes tous plus éveillés, nous nous voyons plus clairement. Nous avons appris que l'amour sans respect n'est pas de l'amour. Sophie essuya une larme, alors que Chloé se blottissait contre elle. « Je ne regrette pas ce qui s'est passé, admis-je. Bien que douloureux, cela nous a forcés à affronter des vérités que nous évitions depuis trop longtemps. Cela m'a permis de retrouver des parties de moi que j'avais mises de côté pendant des décennies. » Je levai mon verre. À un nouveau départ à 65 ans, aux secondes chances à être enfin vue. Plus tard, alors que la fête touchait à sa fin, Camille m'aida à porter les assiettes à la cuisine. « Tu l'as fait, Claire ?» dit-elle doucement. « Tu as tout changé. »« Pas tout, » corrigeai-je. « Jean et moi avons encore nos problèmes. Les enfants se trompent parfois, mais les fondations ont changé. » Elle sourit. « Et toi, que réserve l'avenir à la nouvelle Claire Dubois ?» Je pensais aux brochures de voyage cachées dans le tiroir, de mon bureau, des voyages que j'avais toujours voulu faire, mais jamais prioritaires, aux cours de photographie auxquels je m'étais inscrite pour l'automne, aux mémoires que j'avais commencé à écrire, racontant mon passage de l'invisibilité à l'affirmation. « Je ne fais que commencer, Camille, » dis-je avec un sourire. Il s'avère que 65 ans était l'âge parfait pour enfin se prioriser. Cette nuit-là, quand tous furent partis et que la maison était silencieuse, je restais dans la cuisine, la même cuisine où j'avais passé des milliers d'heures à servir les autres, et ressentis une profonde paix. Je ne cuisinais plus tous les repas, ne nettoyais plus tout ce que je faisais. Je ne me taisais plus quand quelque chose me dérangeait. Je ne priorisais plus les besoins des autres avant les miens. Mais j'étais toujours là. Toujours partie de cette famille imparfaite. Maintenant, à mes conditions. Le voyage n'avait pas été de leur échapper, mais de m'assurer qu'ils ne puissent pas m'échapper. Ma présence, ma voix, ma valeur. En fin de compte, la plus grande revanche n'était ni de partir, ni de les faire souffrir. C'était de tenir bon et d'exiger qu'ils me voient.
C'était de me transformer d'un fantôme dans ma vie en une force qu'il ne pouvait plus ignorer. J'avais retrouvé ma dignité, non en détruisant ma famille, mais en refusant qu'ils définissent ma valeur. Et cela, réalisais-je en éteignant les lumières et en montant les escaliers, était la déclaration la plus puissante que j'aurais pu faire. La Claire, qui s'était laissée devenir invisible, était partie pour toujours. À sa place se tenait une femme qui avait appris la leçon la plus importante. Pour être vraiment aimée, il faut d'abord être vue. 2 ans après le jour fatidique où John m'avait mise dehors, je me tenais devant le miroir de la salle de bain, m'observant. Mes cheveux étaient plus gris maintenant, les rides autour de mes yeux plus marquées. Mais il y avait autre chose, une fermeté dans mon regard qui n'était pas là avant. « Tu es sûr de ça ?» demanda Jean depuis la chambre, où il m'aidait à faire mes bagages. « Plus sûr que jamais, » répondis-je, rangeant mes affaires de toilette dans un sac de voyage. Les billets pour l'Italie avaient été mon propre cadeau d'anniversaire. 3 semaines en Toscane, un rêve depuis l'université. Ce qui surprit tout le monde, moi y compris, fut que j'avais décidé d'y aller seule. « Je ne comprends toujours pas pourquoi je ne peux pas venir, » dit Jean, apparaissant dans l'embrasure. Je lui souris doucement. Parce que ce n'est pas à propos de nous, John. C'est à propos de moi, des aventures en solo que j'ai repoussées pendant 40 ans pour m'occuper de tout le monde. Il hocha la tête à contre-cœur. Le docteur Lambert dit que c'est sain. Nous planifierons un voyage ensemble, quelque part où nous voulons tous les deux aller. Ces 2 dernières années avaient été un processus continu de réajustement. Jean et moi allions mieux, pas parfait, mais mieux. La thérapie nous avait aidés à développer une nouvelle manière de communiquer. Il avait pris sa retraite l'année précédente, nous obligeant à nous adapter à partager l'espace toute la journée. « Maman, t'es prête ?» cria Nicolas depuis le rez-de-chaussée. Il avait insisté pour me conduire à l'aéroport, un effort pour montrer sa nouvelle perspective. En descendant avec ma valise, je vis que Sophie était là aussi, avec Chloé et Lucas. « On ne pouvait pas te laisser partir sans dire au revoir, » expliqua Sophie, m'enlaçant fort. Chloé, maintenant 12 ans, me donna une carte faite main. « Il y a tous les endroits que tu dois photographier, mamie. Et ça, c'est pour les urgences, » dit Lucas sérieusement, me tendant une barre de chocolat. Je ris, les serrant tous les deux. « Je vous enverrai des photos tous les jours. » Alors que Nicolas chargeait de mes bagages dans sa voiture, John me prit à part. « Claire, » commença-t-il, la voix chargée d'émotion. « Je veux que tu saches comme je suis fière de toi. Et combien je suis encore désolée pour... » Je posai un doigt sur ses lèvres. « On a dépassé ça, tu te souviens? Ce voyage n'est pas pour m'éloigner de toi. C'est pour aller vers quelque chose pour moi. » Il hocha la tête, retenant ses larmes. « Appelle-moi quand tu atterris. »« Promis, » dis-je, l'embrassant pour dire au revoir. Le trajet jusqu'à l'aéroport fut rempli des bavardages nerveux de Nicolas. Rappel sur la sécurité du passeport et les taux de change. Je le laissais s'agiter, comprenant que c'était sa façon de montrer qu'il se souciait. « Tu sais, maman, » dit-il en approchant de l'aérogare, « je n'aurais jamais pensé que tu serais l'aventurière de la famille. » Je souris. « Je l'ai toujours été, Nicolas. Je l'avais juste mise en attente un moment. » À la porte d'embarquement, il m'enlaça fort. « Je suis si fière d'être ton fils, » murmura-t-il. Lorsque l'avion décolla, je ressentis une profonde libération, non de ma famille. Je les aimais toujours, différemment mais profondément, mais des contraintes que je m'étais imposées pendant si longtemps. L'Italie fut tout ce que j'avais imaginé et plus encore. Je parcourus des ruelles médiévales, pratiquai mon italien approximatif avec la patience des locaux, photographiai des couchers de soleil sur des vignobles et savourais des repas qui me faisaient fermer les yeux de plaisir. J'envoyais des mises à jour quotidiennes au chat familial, recevant des réponses enthousiastes, mais je ne me sentais pas obligée de répondre immédiatement. À Florence, je rencontrai un groupe de femmes voyageant ensemble, toutes dans la 60aine et la 70aine, embrassant la vie avec une vigueur comparable à la mienne. Nous passâmes un après-midi à partager des histoires autour d'un verre de vin, et je leur racontais mon exclusion.
Bravo à toi, déclara Élise, une enseignante retraitée d'Alsace, de t'être affirmée au lieu de plier. Ça aurait été plus facile de partir, admis-je. Mais pas aussi satisfaisant, dit Margot, une veuve bretonne. Tu as changé ta vie sans la détruire. Ça demande du courage. Ma dernière nuit en Italie, je passais un appel vidéo à Jean depuis le balcon de mon hôtel. Tu as l'air différente, observa-t-il. Détendue, heureuse. C'est vrai, dis-je. Mais je suis aussi prête à rentrer. Il sourit. J'ai réfléchi pendant ton absence. À ce que l'avenir nous réserve. C'est-à-dire ? Eh bien, dit-il, hésitant, je pensais qu'on pourrait rénover la maison, transformer la chambre d'amis en un studio photo, et peut-être envisager de déménager dans une maison plus petite d'ici quelques années, trouver un endroit qui soit vraiment à nous, pas juste la maison où on a élevé les enfants. Je ressentis une vague d'affection pour cet homme qui essayait vraiment de me voir, de faire place à mes rêves, à côté des siens. Ça me plairait, dis-je doucement. De retour chez moi, la maison me parut à la fois familière et différente, peut-être parce que je la voyais avec des yeux neufs. Ma famille avait préparé un dîner de bienvenue, chacun ayant contribué à un plat, la table dressée avec soin. « À Claire !» porta un toast Camille, levant son verre, qui nous a tous appris qu'il n'est jamais trop tard pour réécrire son histoire. Je regardais autour de moi ces gens qui m'avaient si longtemps prise pour acquise. Mon mari, mes enfants, ma sœur, et ne ressentis ni ressentiment, ni triomphe. Mais de la paix, ils avaient changé parce que j'avais changé. En refusant de rester invisible, je les avais forcés à voir plus clairement. 5 ans après l'exclusion, je publiais mes mémoires, La femme invisible, retraçant mon chemin des ombres, elles résonnèrent auprès de lecteurs à travers la France. Des centaines de femmes m'écrivirent, partageant des histoires similaires d'invisibilité, de contributions non reconnues, de limites franchies. Tu es devenue une célébrité, plaisanta Jean, alors que je me préparais pour une autre séance de dédicace. Je ris. Pas du tout, mais on dirait que je n'étais pas la seule à avoir besoin d'être vue. La publication du livre apporta des opportunités inattendues. Conférences pour des groupes de femmes, interviews pour des magazines, et même une chronique régulière dans Le Monde, où j'écrivais sur le vieillissement, la dignité et la réinvention. Notre maison fut rénovée, avec le studio photo promis, où je passais de nombreuses heures heureuses. John avait son atelier au sous-sol, où il découvrit tardivement un talent pour l'ébénisterie. Nous avions trouvé un rythme qui nous convenait. Ensemble, mais indépendants, partageant une vie tout en honorant nos passions individuelles. Sophie et Marc suivirent une thérapie après qu'elle eût reconnu des schémas nuisibles dans leur relation. Je ne veux pas 5,7 de VAM et que Chloé grandisse en pensant que les femmes doivent être des servantes silencieuses, me confia Sophie lors d'un de nos déjeuners réguliers. Le restaurant de Nicolas devint enfin rentable après la mise en œuvre des stratégies financières que nous avions élaborées ensemble. L'année dernière, il remboursa intégralement sa dette, célébrant l'occasion avec un reçu encadré qui trône désormais dans mon studio, symbole de notre relation transformée. Isabelle trouva un bonheur inattendu dans sa vie indépendante et recommença même à sortir, à 60 ans. Je n'aurais jamais eu le courage de faire ça si tu ne m'avais pas montré que c'était possible, avoua-t-elle. Amélie, toujours mon alliée, suivit mon exemple en établissant des limites plus fermes avec sa propre famille. « Tu es mon modèle, tante Claire », me dit-elle lors d'une visite. Chaque fois que je suis tentée de laisser quelqu'un profiter de ma gentillesse, je me demande « Qu'est-ce que Claire ferait ?» Camille resta une amie précieuse, pour Jean comme pour moi. Elle avait eu raison des années plus tôt. Le quartier avait bel et bien observé, et ma prise de position avait inspiré d'autres à examiner leurs propres relations. Une douce soirée de septembre, alors que Jean et moi étions assis sur le banc du jardin, désormais un rituel nocturne. Il prit ma main. « Regrettes-tu parfois ?» demanda-t-il doucement. « D'avoir tenu bon ce jour-là » Je réfléchis attentivement. « Non, répondis-je enfin. C'était douloureux, même effrayant, mais nécessaire. » Il hocha la tête lentement.
Je pense à qui j'étais à l'époque, à qui nous étions tous, et je nous reconnaissais. Anna Ben. Grandir est inconfortable, dis-je, lui serrant la main. Pour tout le monde. Stana, nous restâmes assis dans un silence complice, tandis que le soleil se couchait, projetant de longues ombres sur notre jardin. À 70 ans, je me sentais plus moi-même que jamais. Visible, valorisée, avec une voix propre. Ma famille me voyait maintenant, vraiment. Non pas pour ce que je pouvais faire pour eux, mais pour qui j'étais. Le téléphone sonna à l'intérieur. Sophie appelait pour discuter des plans de Noël. Pendant que j'en allais répondre, je restais sur le banc, savourant l'instant. Le voyage de l'invisibilité à la reconnaissance n'avait pas pris fin le jour où j'avais confronté ma famille chez Camille, ni quand j'étais rentrée chez moi à mes conditions, ni même quand j'avais voyagé seule en Italie. C'était une pratique continue, un engagement quotidien à défendre ma vérité, à refuser de me réduire pour le confort des autres. Il y avait toujours des moments de recul, où les vieux schémas menaçaient de ressurgir. Mais j'étais désormais vigilante, consciente de ma valeur d'une manière que je n'avais jamais été. Le plus grand changement n'était pas dans la façon dont les autres me traitaient, mais dans celle dont je me traitais moi-même. J'avais appris à valoriser mon temps, mes opinions, mes besoins. J'avais appris que l'amour sans respect c'est vide, et que la véritable connexion exige de se voir pleinement, avec ses défauts et tout. Jean revint sur le banc avec 2 tasses de thé. Sophie dit que Chloé veut ton aide pour son projet de photographie ce week-end. Je souris. J'adorerais. Ma relation avec ma petite fille s'était épanouie ces dernières années, basée sur un respect mutuel et des intérêts partagés plutôt que sur l'obligation. Alors que la nuit tombait, je réfléchis au chemin sinueux qui m'avait mené ici. L'exclusion, qui semblait une fin, avait en réalité été un commencement. Le premier pas vers une vie de visibilité, de dignité et d'authenticité. Je n'avais pas eu à abandonner ma famille pour me trouver. J'avais simplement dû tenir bon dans ma vérité jusqu'à ce qu'il puisse me... demanda Jean, remarquant mon humeur contemplative. À la visibilité, répondis-je. À comment, parfois, il faut disparaître pour que les gens se réalisent que tu étais là depuis le début. Il hocha la tête, une compréhension dans ses yeux. Tu n'as jamais été invisible, Claire. Nous ne regardions simplement pas bien. Et maintenant ? Demandai-je, curieuse de sa perspective après ces années de transformation. Maintenant, dit-il doucement. Je ne peux pas imaginer ne pas te voir. Tu es la lumière la plus brillante dans chaque pièce. Je posai ma tête sur son épaule, ressentant une profonde plénitude. La femme invisible était partie pour toujours. À sa place se tenait une femme pleinement visible, pleinement valorisée, pleinement elle-même. Et cela, réalisai-je alors que les étoiles apparaissaient dans le ciel assombri, était tout ce que j'avais toujours voulu. 10 ans après l'exclusion, notre famille élargie se réunit dans une maison au bord du lac d'Annecy, louée pour célébrer mes 75 ans. 4 générations sous un même toit. Témoignage des liens familiaux mis à l'épreuve, mais finalement renforcés par notre expérience. Depuis la terrasse, j'observais Jean jouer aux échecs avec Lucas. Désormais un adolescent réfléchi. Sophie et Marc préparaient le dîner ensemble dans la cuisine, leur relation visiblement plus équilibrée qu'une décennie plus tôt. La nouvelle épouse de Nicolas, Claire, aidait Chloé à installer son matériel photo pour capturer le coucher de soleil sur le lac. Isabelle et son compagnon, Richard, se promenaient main dans la main le long du rivage. Amélie, assise près de moi, lisait un livre à sa petite fille. Camille s'était jointe à nous, toujours vive à 82 ans, racontant des histoires animées aux plus jeunes enfants. « Quelle dynastie tu as créée ?» observa mon amie Élise, du club de photographie, qui avait pris l'avion pour l'occasion. Je souris. Moins une dynastie qu'un travail en cours. Mes mémoires, La femme invisible, en étaient à leur 3e édition, touchant des femmes de toute génération. J'avais donné des interviews à des chercheurs étudiant la dynamique familiale et les rôles de genre. J'avais donné des conférences sur le vieillissement avec dignité et détermination.
D'une certaine manière, ma prise de position personnelle avait résonné bien au-delà de ma famille, s'inscrivant dans une conversation plus large sur la visibilité des femmes dans leur propre vie. Mais l'impact le plus significatif était plus proche, dans les changements subtils que je voyais tous les jours. La manière dont Jean me consultait avant de prendre des décisions, comment Sophie apprenait à Chloé à se défendre, l'attention scrupuleuse de Nicolas à l'équité dans son propre mariage, le respect avec lequel tous me traitaient, non comme une servante, mais comme une personne de valeur. Cette nuit-là, réunies autour d'un feu sur la plage, Chloé se leva, appareil photo en main. « Je veux faire un portrait de famille, » annonça-t-elle, « pour l'anniversaire de mamie. » Alors que tout le monde s'installait, je remarquai que Chloé me plaçait au centre. « Tu devrais être au milieu, mamie, » dit-elle fermement. « C'est ton histoire qui nous a tous réunis ici. » Pendant que le minuteur de l'appareil comptait à rebours, je sentis le bras de Jean sur mes épaules, ferme et rassurant. Je vis les visages de mes enfants et petits-enfants, illuminés par la lueur du feu, et reconnus en eux les leçons que j'avais tant travaillé à transmettre. La visibilité, le respect, le courage d'être fidèle à sa vérité. Le flash de l'appareil captura l'instant. Plus tard, en regardant la photo, je fus frappé par ce qu'elle révélait. Non seulement ma position centrale dans le cadre, mais aussi la manière dont tous étaient tournés vers moi, leur posture reflétant une conscience et un respect. J'avais été invisible dans ma propre vie. Désormais, j'étais indéniablement visible, non seulement pour ma famille, mais pour moi-même. Cette nuit-là, alors que Jean dormait à mes côtés, je restais près de la fenêtre, regardant le lac éclairé par la lune. Je pensais au long chemin, depuis ce jour douloureux de l'exclusion jusqu'à cet instant de paix et de plénitude. Je ne savais pas alors que cet enfermement me mènerait finalement à être véritablement accueillie dans la conscience de ma famille, dans leur respect, dans leur vie comme une participante pleine et égale, plutôt qu'une figure de fond. Je ne savais pas que trouver ma voie aiderait d'autres à trouver la leur, créant un impact bien au-delà de mon propre cercle familial. Je ne savais pas qu'à 75 ans, je me sentirais plus vibrante, plus vivante, plus authentiquement moi-même qu'à 30, 40 ou 50 ans. La porte fermée, qui avait autrefois symbolisé mon exclusion, était devenue le seuil que j'avais franchi vers une nouvelle manière d'être. Visible, valorisée, Jean remua légèrement. « Tout va bien ?» murmura-t-il, ensommeillé. « Tout est parfait », chuchotai-je, m'installant à ses côtés. Et c'était vrai. Non pas parce que la vie était sans défi, ni parce que ma famille ne retomberait jamais dans de vieux schémas, mais parce que je savais, avec une certitude profonde, que je ne me laisserais plus jamais fondre dans l'invisibilité.